Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la 7e illusion. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, évidemment, comme d'habitude. Je suis en duo, un bon vieux duo classique, avec le bûcheron du cinéma. Comment ça va? Eh bah, ça va très bien, pour l'instant. Écoute, on sait très bien dans quoi on s'emballe là. Parce Eh oui. qu'aujourd'hui, écoutez, oubliez les duels. Il y a eu des duels, même au cours de l'histoire, il y en a eu des duels, hein, vraiment. Wellington, Napoléon, même Doumbé Baki. Oubliez ces duels-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous en 1v1 sur Ferrari de Michael Mann. Parce qu'aujourd'hui, ça va saigner. On n'est pas sur les petits duos sympathiques de la 7e illusion. Ah, d'une, deux, on discute tous les trois en public, on est tous amis. Là, on est sur une vraie guerre, en fait. On est sur une déclaration de guerre. C'est l'heure de parler de Ferrari, de Michael Mann. Et donc, peut-être que je vais un petit peu résumer le film avant qu'on rentre vraiment dans la vraie bagarre. Voici un petit résumé de Ferrari pour les gens qui ne savent peut-être pas de quoi ça parle. C'est l'été 1957. Derrière le spectacle de la Formule 1, l'ancien coureur Enzo Ferrari est en crise. La faillite menace l'usine que lui et sa femme Laura ont construite à partir de rien 10 ans plus tôt. Leur mariage instable a été ébranlé par la perte de leur fils, Dino, un an plus tôt. Ferrari a du mal à reconnaître son fils Piero avec Lina Lardi. Pendant ce temps, la passion de ses pilotes pour la victoire les pousse à la limite alors qu'ils se lancent dans la périlleuse course des 1000 milles. Alors les 1000 milles, c'est pas voilà 1000 kilomètres, vous aurez compris, mais C'est la c'était ville, écrit 1000 miles. Migalia, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Voilà, C'est c'est la ça. grande course, qui Mais a eu lieu en Italie en 1957 à, effectivement, Modène. synopsis un peu bordélique, mais peut-être un peu comme la structure du film. Avant, est-ce que tu veux pas Ça y parler est, de ça ton commence! rapport? Oui, oui, je Oui. sais, je suis en mode fire là. Mais est-ce que tu veux pas parler? On va être gentil au début. Parle un peu de ton rapport à Michael Mann et en quoi tu trouves que c'est le plus grand cinéaste de tous les temps. Non, quand même pas. C'est pas le plus grand cinéaste de tous les temps, mais Michael Mann a une place particulière, je pense. Je vais pas à faire l'affront de présenter Michael Mann, même si je vais le faire un peu quand même. Donc, je suis un effronté. Non, plus sérieusement, Michael Mann, cinéaste américain, connu, reconnu, haï parfois, mais aussi mal compris. Réalisateur de Heat, de Miami Vice, de récemment, juste avant Ferrari, Hacker, qui est sorti il y a 9 ans. Donc ça fait 9 ans qu'il n'avait pas sorti un film. Bon là, pas en salle malheureusement, du coup, mais sur Prime Video. Non, Joseph, tu commences pas. Euh... non, et le truc, c'est que Michael Mann, c'est un réalisateur qui a su directement se faire remarquer. Parce que en fait, il a instauré la marque des années 80 notamment en participant à la série Miami Vice, justement, en appeignant les codes des années 80. Et après, c'est dans les années 90 qu'il va commencer vraiment à s'étendre et à livrer chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre, Hit, Le Dernier des Mohicans, Révélation. Et après, on en reparlera de Hit. Et après, il va partir dans une période expérimentale avec le numérique, quand le numérique arrive au cinéma, avec Ali, Collatéral, que beaucoup de gens connaissent sûrement, même je pense c'est le Michael Mann le plus vu, même par ceux qui Oui, je pense. n'ont pas trop vu des films du cinéaste. Voilà, parce que déjà parce que c'est un grand film d'action, mais surtout en fait Michael Mann a cette capacité en fait à la fois creuser des genres très codifiés du cinéma. Donc en fait, on pourrait dire que c'est un cinéaste classique en quelque sorte. On pourrait le rattacher à Hawks par exemple. Et d'ailleurs, Hawks revient pas mal dans Ferrari, contrairement à un autre film qui s'appelle Ford versus Ferrari. Et ça y est, je commence déjà à backlash. Et pour finir, en tout cas, moi, c'est un cinéaste Oh, pour merde. qui j'ai énormément de respect, qui est un cinéaste important pour ma cinéphilie, qui surtout en fait qui a propulsé le numérique à un niveau jamais atteint. C'est-à-dire Michael Mann, il filme des métropoles, il filme le trafic, la circulation, mais surtout des personnages en mouvement. Et en fait, quand le numérique arrive, c'est-à-dire tout est en mouvement, tout est plus net, tout est plus faut aller encore plus vite. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu implémentes le numérique dans une grande ville? Parce que Michael Mann filme des grandes métropoles. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand il y a ça? Et c'est ça qui est passionnant dans sa filmographie des années 2000, mais un peu avant, c'est aussi ça. C'est revisiter des genres classiques, mais surtout, en fait, au moment où ils implosent. Je pense que c'est ça le mot. Implosion, c'est ce qui définit Michael Mann pour moi. Et du coup, je te laisse parler de Michael Mann.
Eh bien, Michael Mann va être le méchant de cet épisode. Parce que Michael Mann, je trouve que c'est un réalisateur. Bon, je vais être très honnête, j'ai vu 3 films de Michael Mann. Mais c'est un réalisateur qui m'inspire peu, en fait, au final. Je trouve que Collateral est un bon film, mais qu'on en fait beaucoup. Et que ça tient surtout avec la performance de ses comédiens, en fait, qui sont d'une dualité, d'une performance incroyable. Il faut savoir que Tom Cruise, si je dis pas de conneries, et a un peu cette période de creux dans sa carrière où il essaye un peu de casser son image, pour le coup. Je crois que c'est à peu près à Ouais, ce parce moment-là. qu'il tourne, parce qu'il a tourné pour Kubrick avec Eyes Wide Shut, un grand Ouais, chef-d'œuvre c'est de bien ça. Kubrick. Et il tourne pour Paul Mais Thomas Anderson. En fait, il casse cette image qu'il a depuis Top Gun, quoi. Il tourne pour beaucoup ouais, mais d'auteurs. puis c'est aussi le moment où il y a eu toutes les conneries par rapport à son mariage ou les conneries comme ça. Enfin voilà, et où ça a un Voilà. peu défoncé sa carrière. Et Mais réinvesti, il fait enfin partie de voilà, ces cinéastes qui ont réinvesti Tom Cruise comme beaucoup d'autres. ouais, avec Ben Stiller dans Tonnerre sous les tropiques. Excusez-moi parce qu'il y a le chat privé qui m'interrompt un peu parce qu'on n'est pas tout seul à, à discuter aujourd'hui. Mais voilà, et du coup c'est l'heure de la parenthèse Hit. Coup d'attente en voyant Hit parce que quand même putain, Al Pacino, Robert De Niro, grand comédien quand même du cinéma, je trouve, c'est vraiment des comédiens incroyables. Et quelle était ma surprise de voir Al Pacino surjouer plus que dans Dick Tracy avec ses vieux chewing-gums en pensant encore qu'il a 30 ans, et Robert De Niro en sous-jeu total avec un Oh espèce là de petit bouc ridicule qui n'en a plus rien à foutre. Tout ça Mais pour qu'est-ce que j'entends? globalement, Oh là 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 globalement là. 3 heures d'un ennui total pour un des films les plus surestimés de l'histoire d'Hollywood. Mais voilà, je trouve ça absolument Qu'est-ce que pathétique. j'entends? C'est pas horrible non plus, mais c'est d'une déception absolument terrible, quoi. Vraiment, je trouve ça assez triste. Oh là là, c'est. J'avoue, là, tu. Bah, je Et, le savais et le déjà, du pire, coup, c'est c'est pour que. ça. Mais je pense que le pire, c'est que voilà, là, je suis vraiment allé dans la partie clash troll horrible, donc je vais essayer de remettre. Je pense qu'en plus, le pire, c'est que je comprends et je les vois, tous les points que tu soulèves sur la métropole, etc. C'est raconté dans Hit, mais j'arrive pas à m'y accorder de l'intérêt parce que j'ai l'impression qu'il les filme pour les filmer et qu'il fait ça parce qu'il peut le faire, pas parce que ça l'intéresse, pas parce que. Et j'ai l'impression qu'il ne me dit rien, en fait, de ces villes et du rapport de ces Bah, personnages et ces justement, villes. c'est un cinéaste qui, justement, en fait, il instaure des personnages qui ont déjà un statut. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand elle se bouscule? Et du coup, en fait, comment est-ce que la métropole aussi, elle agit quelque part? Parce que la métropole, c'est une stature. Et c'est quelque chose qui, en fait, fait que les personnages de Michael Mann ont besoin de mouvement. Il y a besoin de quelque chose. S'il reste fixe, c'est mort. Et là, en fait, du coup, on croirait qu'on s'éloigne de Ferrari, mais pas tant que ça, parce que, en fait, Ferrari casse un peu le truc. Et là, je pense qu'on va revenir à Ferrari. Et je pense que vous avez un peu cerné où est-ce qu'on en est sur notre avis sur Ferrari à peu près. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est un grand Michael Mann. Et toi? Et moi, je trouve que c'est d'un. Alors, écoutez, je vais être très honnête. Là, on avait organisé ce débat depuis longtemps. Donc là, il y a des gens qui sont dans le chat. La moitié des membres de la 7ème Illusion qui sont en train de regarder ça comme un combat de MMA. Pour opposer le truc, je trouve que c'est un film d'un classicisme sans nom. C'est d'une Ah. tristesse sans nom, en fait. C'est d'un classicisme Oh, mais absolument non. total. Non, Et, non, la et différence, c'est non, ça c'est académique. Ferrari est classique, c'est autre chose encore. Mais on va y revenir. mais Je vais y revenir. Je suis pas d'accord parce qu'il ramène des tropes du cinéma, je suis d'accord. Et en fait, moi je vais accorder un truc à Ferrari parce que je vais pas beaucoup lui donner dans cette émission. Mais je trouve que la première demi-heure est intéressante. C'est-à-dire que la première demi-heure pose quelque chose en opposant par exemple les manières très lentes, etc. de la religion à une espèce de vélocité totale dans disons, les courses où on a cette espèce de chronomètre, enfin je crois que c'est ça, ce chronomètre dans l'église, etc. Il y a une force dans le montage, et peut-être que le montage du film est assez bon. Il y a une force dans le montage que je trouve assez balèze pour le coup. Le problème, c'est que visiblement Adam Driver ne s'est pas remis de House of Gucci et est toujours en pilote automatique, c'est-à-dire que Adam Driver automatique, visiblement, il a trouvé le petit bouton pour partir en mode pilote auto. Vraiment, enfin, c'est absolument terrible. C'est-à-dire que Adam Driver est un très bon comédien, mais il faut qu'il soit utilisé à bon escient. Et force est de constater que ici, ce n'est pas le cas. Et que, au-delà de ça, je sais que le cinéma, ça se repose pas seulement sur le scénario, mais le film est très mal écrit. Je trouve qu'il y a des grosses failles. Il y a des arcs de personnages qui ne mènent nulle part. C'est-à-dire que le personnage de Penelope Cruz ne part nulle part, en fait, je trouve. Et mais vraiment, je trouve que c'est d'une tristesse sans nom d'avoir un film qui avait du potentiel. Et je trouve, et voilà, je vais finir là en t'achevant, comme ça tu vas pouvoir rétorquer avec toutes tes villes paroles. Mais Ford versus Ferrari est un bien meilleur film parce que qui développe bien Oh plus là ses personnages et qui là. parle de la vélocité,
de qu'est-ce que c'est se dépasser, etc. et d'être un pilote. Et d'ailleurs, Michael Mann a produit Ford versus Ferrari, si je dis pas de Oui. conneries. Et c'est un film qui est bien plus passionnant que 2 heures de Adam Driver qui fait la gueule et en plus qui frôle les limites de l'irrespect dans une partie. On en parlera dans la partie spoiler, mais je trouve ça absolument terrible la manière dont c'est portrait. Et ça pourrait être intéressant et c'est assez intéressant sur certains thèmes, mais je trouve que là on est sur un aspect voyeur absolument dégueulasse. Et donc je trouve que c'est je vais pas dire une déception parce que je n'attendais pas énormément, mais si, c'est une petite déception quand même. Ok, bah je peux te dire déjà, moi je suis totalement en antithèse hein, évidemment là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait Ferrari déjà projet, on rappelle hein, aussi projet de longue date de Michael Mann qui a plus de 30 ans parce qu'il l'a pensé dans les années 90 et même d'ailleurs il avait pensé à Robert De Niro dans le rôle de Enzo Ferrari et ensuite ça avait Ça continué, aurait ça a été failli tellement être mieux. tourné. Et ça a failli être tourné en 2015 avec Christian Bale dans le rôle principal. Et finalement, il y a un projet en parallèle qui s'est développé qui est Ford v Ferrari, Le Mans 66. Et du coup, Mann a été producteur et on ne savait pas si le film allait se faire. Finalement, le film, il est là. Et du coup, qu'est-ce que ça donne Ferrari? Moi, déjà, Ferrari me surprend. C'est-à-dire qu'il prend juste l'année, même pas l'année, il prend l'été 1957. C'est-à-dire que déjà, on retire, à part dans l'introduction qui est en noir et blanc et qui resitue le personnage de Enzo Ferrari comme un coureur. Voilà, il a fait des courses. Il est resitue en noir et blanc qui est peut-être pas techniquement la partie la plus aboutie chez Mann, mais il reste quelque chose de quelque chose qui est de l'ordre de la vitesse. Et déjà, on instaure un personnage qui doit être dans le mouvement. Et là, qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, on a un fondu sur justement en fait un statut qui est fixe. C'est-à-dire qu'on va être bloqué à Modène, dans un endroit qui est complètement isolé de la métropole. Et là déjà, Michael Mann se débarrasse de son trope du coup de la métropole et on a un Enzo Ferrari complètement funéraire. On a un film très noir, très sombre sur le deuil, sur la mort qui parcourt le couple Ferrari, mais aussi l'entreprise Ferrari. Et là où je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il ne parle pas du fait d'être coureur, parce qu'Enzo Ferrari, à ce moment-là, n'est plus coureur. Donc en fait, il ne peut plus incarner ça, mais il l'incarne en tant que patron assez tyrannique, assez voilà, assez en fait les personnages de Michael Mann, il faut savoir qu'ils sont très ils sont voilà, ils veulent tout posséder. Ils sont oh, j'arrive plus à parler, pardon. Je reprends. Ils sont voilà, ils veulent garder quelque chose. Voilà, merci Jus. C'est obsessionnel. Pourquoi j'arrive plus à parler, je sais pas. Et il y a une idée de contrôle. Et justement, tu parlais de cette séquence de l'église, juste après où que Enzo a été voir son fils Dino au cimetière. C'est en fait l'idée qu'il y a toujours l'idée de son entreprise qui est là, qui rôde. Et quand il est au cimetière, il pense en fait à la prochaine course qui va arriver, parce que cette course va déterminer le statut de l'entreprise Ferrari. Et en fait, déjà là, Michael Mann situe l'idée de la mort et l'entreprise Ferrari, l'entreprise automobile, quand elle est dans les années 50, c'est aussi une entreprise mortelle parce que c'est le moment où il y a le plus d'accidents. Et ça c'est quelque chose qui va revenir très régulièrement, dont on reviendra en partie spoiler parce que c'est très important ce moment-là dans le film, et je trouve qu'il n'est pas voyeuriste. Bien au contraire, il y a quelque chose de très brutal qui pour moi revisite, qui le fait ressurgir de Miami Vice. Et justement, le personnage de Penelope Cruz, tu en parlais, moi je trouve qu'en fait son arc n'est complètement pas éclipsé, bien au contraire. En fait, c'est un couple qui ne peut plus vivre ensemble. C'est-à-dire que à ce moment-là, Enzo Ferrari a déjà une maîtresse qu'il a depuis longtemps. Et en fait, là où il est heureux avec elle, parce que justement, il se réveille à ses côtés, et l'idée, c'est que quand il va, du coup, en fait, il se réveille dans ce lieu qui est assez ensoleillé, parce que on est dans l'été 1957, c'est très ensoleillé. Et quand il retombe dans sa maison,
là où il y a sa femme avec qui il gère l'entreprise, là, la maison devient sombre. Il y a quelque chose, en fait, déjà, toujours chez Michael Mann, Ça, je intérieur, suis d'accord sur le extérieur. code couleur, c'est intéressant. Parce que l'idée de déjà l'intérieur, tu isoles tes personnages. Donc déjà, les personnages de Mann, en fait, ils sont isolés, ils sont bloqués quelque part. Et même l'extérieur est bloqué parce qu'ils sont au milieu de nulle part, les personnages. Et ça, déjà, c'est un trope Mania qui est complètement différent. Et je trouve que la mise en scène de Ferrari est non pas feignante ou autre chose, elle tient du classique. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des plans très larges. La longue focale, déjà, qui est une de ses spécialités, qui je trouve est un des cinéastes qui travaille le mieux, parce qu'il y en a, ils sont pas foutus de le faire. Coucou 2019. Mais voilà, c'était la typique. Wow. Non, mais je plaide coupable. Non, plus sérieusement. Et en fait, cette longue focale, elle est là pour rappeler déjà l'idée de la vitesse sur les courses, parce qu'en fait, la course, en fait, elle met du temps à être spectaculaire dans le film, parce que sinon, c'est que des gens qui vont parcourir un circuit qui est là aussi est fermé, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués. Et on va rester avec eux bloqués dans cet été 1957 presque refermé, quoi. Et je trouve que c'est un film vraiment funéraire. C'est un film qui est funéraire, qui est lent. On amorce le truc. Et même pour en rajouter au couple Penelope Cruz et Adam Driver, avant qu'on entre, je pense, dans la partie spoiler, parce qu'il y a des scènes que j'aimerais beaucoup détailler pour le coup, il y a juste, en fait, ce moment où ils vont voir Dino. Lui, il va en premier, Enzo. Il part, et elle y va à son tour. C'est-à-dire que Oui, même pour voir leur fils, ils ne peuvent plus y aller ensemble. Ils ne peuvent même plus, ils peuvent plus se blairer. Vraiment, j'utilise le terme, ils peuvent plus Ouais, se mais voir. en fait, Ils se il y a un vrai problème là-dedans, c'est que je trouve que c'est pas établi. Il manque un début à cette histoire, il manque un truc, et en fait, je trouve que Mais elle est introduite, cette histoire. Elle est Oui, introduite. cette Michael Mann, il va histoire-là, pas te faire mais un non, truc, parce ils ont vécu qu'il nous ensemble. fait un truc qui est détruit dès le début, en fait. Il nous fait pas un truc qui descend peu à peu. Il nous fait un truc qui est déjà en rupture, et quand ça arrive, tu te dis, bon, bah voilà, ça devait arriver, quoi. Et je trouve qu'il n'y a pas de. C'est presque sur un ton. C'est presque sur un ton un peu absurde, même entre guillemets comique, parce que il y a le truc où elle lui tire dessus et elle fait exprès de rater. Et tu sais pas trop. Je trouve qu'il y a un vrai problème de ton par rapport à cette séquence-là. Non, Et, elle est pas comique, et cette scène. Elle est très bah, funéraire, cette scène. il C'est y a que, un vrai problème de ton, c'est c'est-à-dire que que vraiment, il rentre. Non, non, je trouve pas. Mais je trouve qu'il pourquoi est-ce que y a tu un vois vrai les problème de comiques? ton par rapport au fait qu'il ait posé ce truc-là, que il y ait plein de gens autour qui fassent des commentaires en mode ah tu lui as donné un flingue, c'était pas une bonne idée, et autour et il y a un vrai problème de ton et de ce qu'il veut poser. Et je trouve que vu qu'il n'établit pas bien sa situation, il n'établit pas bien ses personnages, il n'arrive pas à développer son récit, et du coup son récit reste extrêmement plat en fait. Ah non, moi en fait, c'est toute la. Là, par contre, il y aurait peut-être allez, un défaut que je reprocherais vraiment à Ferrari sur la construction en fait d'une espèce de en fait de l'idée opposée de deux couples qui empruntent du coup une route différente, hein, c'est au mauvais jeu de mots, hein, parce que c'est un peu ça en soi. C'est-à-dire que le couple entre Laura Ferrari et Enzo, il doit toujours retourner en arrière. Et le couple qui est formé par Lina, si je ne me trompe pas, qui est joué par Shailene Woodley. Oui, c'est ça, Lina Lardy. En fait, il veut aller de l'avant avec lui. Mais il y a toujours l'épée de Damoclès Ferrari là-dessus, on en reviendra plus tard, c'est un truc qui est très important, ça d'ailleurs, l'identité du nom, le nom Ferrari, c'est-à-dire déjà Ferrari, l'homme, Enzo Ferrari, mais aussi l'entreprise Ferrari. Et là où en fait, je trouve que justement, il a Man a cette intelligence-là de ne pas nous introduire l'histoire en mode, moi, dans l'idée que Laura et lui ont bien vécu ensemble, parce que en fait, il nous introduit le fait qu'ils ont bâti l'entreprise ensemble. C'est dit à travers les dialogues, dans cette crise-là, parce que tous les personnages de Mann, tous les films de Mann, même Collatéral, débutent déjà dans une situation qui va imploser. Parce qu'on sait déjà que le personnage de Jamie Foxx, il est conducteur de taxi. Comme le personnage de Vincent dans Collatéral, c'est déjà un tueur. On l'a introduit dès la scène de l'aéroport, c'est un tueur avec des lunettes. Il marche et voilà, il est déjà en activité. Il a son activité et elle est déjà imprégnée.
Mais Et le le problème, truc. il y a un vrai problème, c'est que dans Ferrari, c'est pas développé comme ça. C'est-à-dire que Collatéral, tu vois ce mec, tu le vois, on le développe à travers une scène où c'est posé de manière efficace en fait. On arrive à faire tout un truc. Là, il y a un vrai problème où en fait tout le vrai problème de ce film, c'est que les comédiens ne sont pas investis et donc ne jouent rien et donc on ne voit pas le Mais drame en fait. il On doit voit jouer des personnages en train de mourir. Le couple est en train de mourir. Non, mais moi, je veux dire, c'est qu'il y a l'idée en fait, ce couple va très mal. Et en fait, il est en train de périr et il est en train de dépérir. Et le truc, c'est que tu as tout cette truc et cette scène que tu juges comique et que moi je trouve pas comique, je la trouve terrible cette scène où il rentre chez lui incognito après qu'il ait une énième fois couché chez sa maîtresse, dont d'ailleurs il y a quelque chose qui tourne par rapport à ça, et elle l'accueille en lui tirant dessus à côté, mais déjà exprès, parce que ça instaure l'idée que le couple est en menace, déjà premièrement. Ensuite, la différence de ton entre les deux habitats, l'un où la fenêtre laisse transparaître le soleil et l'autre, il n'y a plus rien. C'est des rideaux tirés et vraiment, on est dans une pénombre. Il y a deux maisons qui sont antithétiques et qui peuvent plus vivre ensemble. Et là, déjà, il m'a introduit tout le truc. Il m'a introduit leur passé et que maintenant, le présent, il est en train de dépérir et que Ferrari veut aller de l'avant parce qu'il veut gagner justement la course, la Milagui. Il veut la gagner parce que sinon son entreprise va couler. Et là déjà, là il y a quelque chose qui veut aller de l'avant, mais aussi de l'arrière. D'où la scène de l'église que je trouve absolument formidable avec cette idée de course en fait chronométrée, aller de l'avant. Je sens que tu as envie de développer un peu Ouais, cette pardon, histoire. j'avoue que je développe, mais du coup, on va. Non, Ouais, mais je pense vas-y, en qu'on va plus, passer moi en j'ai partie spoiler. moins de choses à dire sur le film pour le coup, donc pour le coup c'est intéressant Bah, de du coup, on va continuer de passer développer. en partie spoiler, Bah, du pas de coup. spoiler, mais moi j'ai envie de poser le plus gros truc que j'ai, le gros problème que j'ai avec le film en spoiler, c'est qu'au-delà d'être un film qui globalement ne va nulle part, je trouve, et qui a une trame, mais qui est assez décousue en fait, ça veut dire que le film a pas mal d'idées, je lui accorde, il veut créer, mais il y a des parties, la seconde famille d'Enzo Ferrari n'est pas du tout établie, c'est-à-dire que je trouve que le problème est qu'elle n'a pas de développement, elle est là, et elle n'existe plus en fait à un moment donné à partir à un moment du film, c'est-à-dire qu'elle est dans le plan final d'ailleurs qui est d'une mollesse mais absolue, je trouve. Le film se Oh là termine là là vraiment là. mais vraiment en descente mais totale en fait, le film n'a plus rien quoi. Mais passer la fameuse séquence de crash là dont on va développer parce que j'ai aussi beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le film n'a plus rien en fait, ne sait plus quoi faire. Et Penelope Cruz, on règle son cas à partir une espèce de truc où bon bah maintenant voilà, elle est divorcée. Et voilà, je trouve que les intrigues ne vont nulle part. Le personnage de Enzo Ferrari se fait abandonner un peu par tout le monde, sauf par voilà son fils, machin ou quoi. Mais cette intrigue ne va nulle part et ne pose pas. Donc en fait, on a des bouts d'intrigue, on a le milieu d'une intrigue qui ne se termine pas et qui n'avait pas de début. Donc ça pose un vrai problème quand même au niveau du développement des personnages et surtout par la mise Bah, en scène qui est incroyablement réduite. Je trouve que je ne crois pas à ces cadres. Je ne trouve pas que on est sur des grands cadres de fous, etc. J'ai l'impression qu'on est dans Small World, quoi. C'est tout petit, quoi. Vraiment, je trouve que c'est extrêmement réduit. On dirait un téléfilm parfois. là, non, Je là, je savais peux que ça pas allait te te faire chier laisser dès le dire début. ça. Mais par contre, l'expression small world, elle est pas bête. Small Ah, world, le petit monde. Mais du coup, c'est bien parce que je vais réutiliser ton truc contre toi. Euh, non, plus le sérieusement, bâtard. en fait, par contre, non, par contre, le truc avec lequel je suis d'accord avec toi, c'est que le personnage de Lina est un peu réduite à la femme qui attend, du coup, là, on est en partie spoiler, qui attend que Ferrari, donne le nom à son nouvel enfant qu'il a eu, du coup, avec sa maîtresse. Il a eu un enfant. Et du coup, il y a aussi cette idée-là de la transmission du nom à nom de l'idée de l'héritage Ferrari. Et en C'est fait, vraiment dommage en plus, parce que le film a plein d'idées de développement de personnages, etc. Il y a plein de choses à établir par rapport à la dualité, etc. Et c'est des cartes qui sont pas jouées, en fait, selon moi. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. moi, en fait, il y a une scène qui cristallise tout le truc. Et là où, en fait, je trouve que tu as complètement faux, c'est la scène de l'opéra.
elle dit tout sur la situation. Tu vois, du coup, la scène d'opéra où Je te l'accorde, Ferrari elle est pas mal, effectivement. va voir voilà, un opéra et Lina, elle est en haut. Ça, déjà, ça c'est fort, ça a joué sur l'espace d'opéra. Et qu'en fait, on a déjà déduit un truc, c'est que, en plus, Lina, pardon, je me trompe complètement de prénom. Laura, elle est au courant que du coup, à ce moment-là du film, elle est au courant que Enzo a eu un enfant avec Lina. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le couple est mort. Il est mort, il est brisé. Et justement, la scène de l'opéra le cristallise parfaitement. Il y a quelque chose en fait de quasiment ludique pour le spectateur. C'est que Lina, elle est en haut, elle est observatrice de Enzo Ferrari qui est en bas. Il y a 2 places qui sont vides. Laura et Dino ne sont pas là parce qu'ils sont morts, en fait. Ce couple n'existe plus. En-delà du fait que Dino, oui, effectivement, il est mort d'une maladie. Il y a je crois, ouais, il y a 2 ans, 3 ans à peine dans le film quand ça se déroule. Leur fils est mort il y a 2-3 ans. Et il y a du coup cette disposition-là où elle le regarde de loin. Et elle, déjà, elle était observatrice du coup d'un couple qu'elle a dû entendre des échos qui se détruisaient. Et que là, aujourd'hui, il n'en reste que des fantômes. Ils ne sont même plus là. Et c'est en ça que je trouve la scène d'opéra absolument magnifique parce que elle résume toute la situation. Là, par contre, il y a ce truc que, en fait c'est un peu conclu, mais je trouve en fait l'idée de Michael Mann assez intelligente, c'est qu'à un moment, Penelope Cruz va du coup aller voir quand elle découvre tout le truc avec sa maîtresse et l'enfant, c'est qu'elle va aller voir du coup cette fameuse maison où il y a les comptes, machin, il y a un truc qui est un peu suspect, quoi. Et il y a ce truc de, elle y va, et en fait, elle voit carrément une maison, une nouvelle enceinte, une nouvelle maison qui a servi avec l'argent de l'entreprise. Mais l'idée là, c'est qu'en fait, Ferrari, moi, Enzo, du coup, je ne vais pas utiliser le nom Ferrari, je vais utiliser Enzo, l'homme, s'est construit une nouvelle famille derrière elle et a laissé son ancienne famille dépérir, quasiment mourir. Et en fait, ça rejoint du coup au plan final. Du coup, ce plan final où c'est son fils qui l'attend au cimetière. Du coup, le fils qu'il a eu avec Lina. Je sais même plus son nom d'ailleurs, cet enfant. Et du coup, il lui dit j'aurais beaucoup aimé te présenter Dino. Et là, en fait, il y a un truc que Jean-Baptiste Toré appelait le regard océanique. C'est-à-dire que les personnages maniens regardent l'océan. Et en fait, il y a toujours l'idée de quelque chose qui est en train de dépérir, qui est au point mort. C'est notamment la fin de Miami Vice où même si le personnage de Sonny tente de sauver la femme dont il est tombé amoureux, mais qu'en fait ils ne doivent pas tomber amoureux parce qu'ils sont complètement idéologiquement opposés, il y a cette idée que cet amour-là n'arrivera jamais. Et là, qu'est-ce qui se passe avec ce plan? C'est que du coup, on a presque l'idée du regard océanique, mais pas trop non plus, parce qu'en fait, c'est le spectateur directement, c'est la caméra qui regarde le personnage manien s'avancer vers ce regard océanique qui n'est pas un regard océanique, hein, qui mène en fait vers l'endroit où est Dino. C'est-à-dire que même quand il choisit du coup l'idée du personnage qui va de l'avant, bah, en fait, c'est en train de dépérir. Et c'est le couple. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça se termine sur un statut de mort. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une idée. Il n'y a même pas l'idée de mort. Et c'est ça que je trouve le plan magnifique. C'est que, en fait, même s'il y a eu un après, c'est que finalement, le statut qui nous est présenté, même si en fait rien n'est conclu techniquement dans le film, hein, parce que c'est expliqué dans les fameux cartons et machin, et même d'ailleurs, je trouve que, pour aller encore plus loin, je trouve que Mann aurait dû retirer les cartons, c'est que en fait, on voit qu'il va vers la mort. Et là, il y a ce truc de, voilà. Et d'ailleurs, ça a accentué avec l'idée, lui aussi, qu'il a apporté la mort avec lui, avec son entreprise et ses courses, mais dont tu as un problème avec une scène en particulier, qui est vers la fin, du coup, la grande course qui dure à peu près 30 minutes dans le film, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est quoi cette scène qui te crispe au plus haut point? Parce que je prends beaucoup la parole, mais Ah là là, voilà, quoi. tu sais très bien de quelle scène on parle. La fameuse. On va parler de la scène de l'accident, du coup, donc pendant la course, etc. Qui est un truc qui est réellement arrivé, donc pour reposer le contexte. Donc on est sur presque la fin du film. Et une voiture va avoir un accident, une voiture Ferrari, et va s'écraser sur des passants, enfin des gens qui étaient là pour regarder la course. Et donc c'est une scène qui va être extrêmement graphique, extrêmement violente.
parce qu'elle va faire des dégâts civils et ça va être extrêmement violent. Et là, moi, j'ai un vrai problème. Alors attention, je sens que plein de gens vont pas être d'accord avec moi, mais un vrai problème éthique par rapport à cette scène-là, parce que je trouve que on en fait trop déjà. C'est vraiment lourd. Et ensuite, j'ai un vrai problème de voyeurisme en fait, et de trucs assez malsains. En fait, pour montrer les conséquences de ce truc-là, il doit montrer un truc aussi horrible. Et j'ai l'impression vraiment d'avoir un truc très voyeuriste, très, très crispant en fait, et très, mais vraiment malsain en fait, je trouve. Et en fait, je trouve ça un peu irrespectueux pour les victimes et pour la famille. Et voilà, moi, ça me répulse un petit peu, notamment en plus, au-delà de ça, je trouve que la séquence du crash de voiture est particulièrement moche. Les effets visuels sont particulièrement laids, C'est vrai en que les fait. VFX, par contre, on sent qu'il a plus trop de budget, mais parce que le film a coûté, je crois, 90 millions à peine. Ouais, le film a un budget réduit, hein, je crois, un peu. Il est pas sur le budget de Miami Vice, il est plus sur le Ouais, budget ou de de Hit, Hacker, quoi. quoi. Ouais, ouais. Oui, voilà, il est Mais plus du tout ouais, là-dessus. ouais. Mais donc voilà, moi, je trouve que c'est une séquence qui me gêne un petit peu dans le récit. Là où, en fait, je peux comprendre, par contre, ton ressenti, là-dessus, ça y a pas de problème. Parce qu'en fait, on a évidemment une vision complètement différente des choses. Mais là où, en fait, je suis pas d'accord, c'est qu'en fait, déjà, le film a instauré l'idée que la voiture de course est un engin de la mort. C'est-à-dire qu'elle t'emmène vers la mort. Il y a notamment un moment où il y a un pilote de Ferrari qui va avoir un accident et du coup va se faire remplacer d'ailleurs d'un clin d'œil. C'est-à-dire que là où on montre Enzo hésitant dans une idée du couple qui est en train de se fracturer, il sait plus trop où il va. Là, on a quelque chose de l'ordre du patron impitoyable. Là, le personnage manien revient aussi. Et j'en parlais d'ailleurs plus tôt et j'y suis pas encore revenu, mais je peux y revenir maintenant. C'est-à-dire, en fait, l'idée du personnage Hawksien aussi. Voilà. Je suis pas le plus grand expert de Howard Hawks, immense cinéaste américain qui a fait beaucoup de westerns notamment, mais pas que. La première version de Scarface, c'était lui. Il y a l'idée chez Hawks déjà l'idée du conflit avec le féminin. Il y a quelque chose de ça chez Hawks. Mais là où c'est intéressant aussi, c'est le personnage qui est en conflit avec ses obsessions. Et là où en fait l'obsession vraiment maniaque, obsessionnelle, qui est professionnelle, va causer la mort à travers lui. C'est le cas dans Hit où les personnages de De Niro et de Al Pacino, là tu les trouves fades, justement en fait, d'où cette mythique scène de chant contre chant de western va cristalliser leur dualité et que l'un je pense que vous avez tous vu Hit, hein, donc je me permets de spoiler Hit. Là, il y en a un des deux qui va en sortir que vivant. Les deux ne peuvent pas ressortir vivants de cette situation. Et il y a ce truc de Enzo Ferrari. En fait, il est insouciant. En fait, même pas insouciant. En fait, il s'en fiche complètement des conséquences que ces machines peuvent apporter. Mais pas totalement non plus, parce que cette scène d'accident va avoir une répercussion sur lui quand même. Mais en tout cas, quand ce sont ses coéquipiers à lui, il n'en a rien à faire. Tu sais, la séquence où il remplace comme ça d'un clin d'œil Oui, bien par sûr, ouais, ailleurs. Et avec que le ce personnage-là aura l'accident d'ailleurs. Ça, c'est c'est le vrai même aussi, personnage d'ailleurs. Et il y a quelque chose de très funeste là-dedans. Bah oui, ils sont C'est-à-dire, condamnés. Pour le coup, il y a un vrai discours sur le fait de la condamnation des pilotes, oui, voilà, etc. parce que le personnage manien, il est condamné par sa fonction. C'est le cas aussi dans Miami Vice. C'est-à-dire que en fait, par exemple, le conflit entre justement ceux qui combattent justement ces réseaux de trafic de drogue, machin, on est voilà dans Miami Vice, tout ça. Il y a ce truc de, en fait, le professionnel chez Mad, celui qui, en fait, en général, ils vont foncer tête baissée. C'est pour ça d'ailleurs que la partie sur le couple, elle s'éclipse vers la fin. Même si certains l'ont vu comme un défaut, moi je trouve qu'en fait il y a quelque chose de encore plus mortuaire que d'habitude chez Man. C'est-à-dire que là, le personnage ne se soucie même plus de sa famille, c'est-à-dire qu'il faut gagner cette course, il faut gagner
cette foutue course. Et là arrivera l'accident qui est vraiment arrivé d'ailleurs tragiquement. 9 personnes d'ailleurs sont décédées, 9, 10 à peu près sont décédées. Dont 5 enfants d'ailleurs. Voilà, ce tragique accident. D'ailleurs, moi, des enfants où à l'époque, en fait, le monde de la course était un monde très populaire, mais aussi d'ailleurs, dans cette époque-là, c'est pas pour dire Man a raison, machin, donc c'est un génie parce qu'il a fait beaucoup de recherches. Man est aussi obsessionnel, c'est pour ça que ces personnages sont aussi comme ça, en fait, aussi fracturés à l'intérieur, parce que Man est aussi très perfectionniste là-dessus. C'est-à-dire que les voitures de course à cette époque-là, c'est en fait, je pense, c'est l'une des plus grandes causes de mort, si ce n'est la plus grande cause de mort dans les années 50-60, la course automobile. Et là, en fait, là où il a filé frontalement la mort, si à la fin il recule devant cet accident tragique et réel, là, en fait, il y a quelque chose qui ne va plus. Et en fait, là, il renoue avec Miami Vice, avec cette séquence assez connue, où, assez connue, pas tant que ça non plus, mais en fait, c'est au début du film, et il y a des personnages qui vont se faire canarder, et en fait, le numérique, il apporte une matière en plus. Là, il n'y a plus trop le numérique, hein, même s'il y a, je pense, des trucs du numérique, mais ça, il faudra revoir le film et voir, en fait, comment est-ce que, avec quelle caméra il a tourné là-dessus. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la physique et de la chair. C'est-à-dire que quand il est arrivé au numérique, la chair se confronte à la technologie de l'urbain, du monde. Là, il n'y a plus de monde urbain, il n'y a qu'une voiture. Et c'est cette voiture-là qui apporte la mort. C'est vachement théorique ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, il y a quelque chose de funeste. Non, et mais je trouve que intéressant s'il pour le avait coup. complètement éclipsé là-dessus, en fait, il se serait complètement braqué là où, en fait, de base, il apporte, il a parlé frontalement de la mort. Il parle frontalement de la mort du couple, de l'enfant d'Enzo, mais aussi de ses pilotes, en tant que lui, en fait, obsessionnel, focalisé sur l'objectif. Il y a ce truc-là. Même si, en vrai, la partie Ferrari est beaucoup plus en dessus de 5 que le couple. Parce que, en fait, le couple a fondé la boîte Ferrari, donc, en fait, les deux s'entremêlent. Là où chez Man, il a toujours marqué la scission. C'est vachement le cas, d'ailleurs. D'où, en fait, dans Collatéral, il fait littéralement le professionnel qui est Vincent et le personnage émotionnel qui est Jimmy Fox. C'est là où la scission est la plus visible chez Man, en tout cas du Là où il y a une vraie professionnel dualité, c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Et en fait, là, Man, en fait, il mêle les deux, là où en fait, il peut perdre un peu les gens qui aimaient son style, qui est séparé. Et aussi, j'aime cette précision de Man de reciter cet accident avec, encore une fois, son côté. C'est beaucoup le mot, mais c'est obsessionnel. Ces personnages sont obsessionnels. Avec Public Enemies, Public Enemies, où il reconstruit les années 40 d'une précision phénoménale. Public Enemies, qui est un film que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais je pense que ça se voit beaucoup, j'aime Michael Mann, mais il y a une précision qui est très très forte, et même d'ailleurs, même si tu n'es pas fan de la mise en scène plutôt classique, même pas totalement oxienne, mais en tout cas dans les personnages et la confrontation de ce qu'il raconte avec le cadre, il y a quelque chose de très oxien. Et là, en fait, où j'ai le problème avec... Par contre, si j'ai Trash Talk Ford v Ferrari, je trouve quand même que c'est un film très intéressant, mais je trouve qu'en fait, il en oublie l'humain, les gens qui pilotent, en fait. Il en oublie les gens, et en fait, c'est là où, en fait, je trouve qu'on fait une erreur sur le vrai film de course oxien. C'est pas Ford versus Ferrari, c'est Ferrari qui est vraiment oxien pour le coup. Et là où, en fait, où la séquence finale, même s'il y a le truc, il y a l'idée de la victoire américaine dans la défaite, on perd, on machin. Là, c'est vraiment, on est sur un final académique. Là, il y a des différences, je trouve, avec classique et académique. L'académique t'applique bêtement les codes. On a beaucoup parlé sur le groupe, c'est vrai qu'il y a une vraie dualité là-dessus. Il y a vraiment une dualité là-dessus. Des gens sont peut-être pas d'accord en commentaire, mais le classique, on recite du coup du cinéma hollywoodien des années 40. Et en fait, Michael Mann, il pourrait être un cinéaste néoclassique. Même si d'ailleurs, j'ai écorché ce truc de classique là dans notre débat. Mais il y a tout ce truc-là. Et d'ailleurs, je monopolise beaucoup la parole. Donc, si tu as d'autres choses à dire là-dessus. Non, mais en fait, parce que en plus, toi, tu as énormément de choses à dire. Et moi,
très peu en fait, c'est pour ça que je te laisse beaucoup la parole. Mais parce que en fait, je vois toutes tes intentions, mais des fois il y a des cinéastes qui sont juste pas faits pour soi, je pense en fait. Et moi, c'est un peu le cas Oui, avec Michael aussi. Mann. C'est que j'ai du mal avec la froideur de son univers et son truc, etc. Là où même des univers comme celui de Christopher Nolan, par exemple, qui sont assez froids, tu vois, j'arrive à me projeter dedans de par la narration et de par la mise en scène qui est exploitée. C'est Pour ça pour que ça d'ailleurs j'ai beaucoup Collateral est le d'attachement. plus apprécié en général de ceux qui Ouais, connaissent pas bah trop c'est Michael. mon cas. Parce que la Ouais. scission, elle est beaucoup plus claire et nette là-dessus. Oui, c'est qu'il y a une vraie, il y a une vraie, il y a une vraie opposition dans la dualité et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Mais bah écoute, si tu as d'autres choses à dire, ok, mais sinon on peut conclure si tu veux. Moi j'ai à peu près ce que j'avais à dire, Bah même si c'est écoute, un peu bordélique, mais bon, en non, tout non, cas, mais c'était une voilà quoi. exposition d'idées, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Et Mhm. écoutez, bah dites-nous, voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de Ferrari de Michael Mann. Nous, on n'est pas d'accord. Est-ce que vous êtes plus Team Bûcheron ou Team Sawyer qui sort de ce match vainqueur? Je pense que normalement, je suis le perdant, mais je reviendrai plus fort. Et Après, j'ai beaucoup étudié Michael Mann. D'ailleurs, comme- je lisais Mirage du contemporain de Jean-Baptiste Toré, qui est un bouquin où il Mhm. a Ouais, auteur, critique de cinéma, qui a travaillé sur Michael effectivement. Mann depuis ses débuts. Et d'ailleurs, en plus, dans le numéro positif qui est sorti du coup ce mois-ci, il a écrit il a écrit 4 pages sur Ferrari et analyse Ferrari. Donc voilà, en tout cas, je vous invite à lire Toré et ce qu'il écrit sur Mann et sur Ferrari, parce que je pense que toute la Bible manienne que j'ai recitée vient de lui, quoi. Bah écoute, voilà, écoute, et voilà, je reviendrai comme Rocky. J'ai perdu au point, mais je reviendrai plus fort dans la revanche. Non, mais Euh, Argyle, quand même, t'avais plutôt bons arguments. Moi, J'avoue, j'étais plutôt dans le truc. on, Donc, on moi, je reviendra, dis on 1-1. reviendra sur. Non, non, mais la prochaine, frère, dans un an, Hit 2. Hit 2, on discute. Hit 2, c'est vrai, c'est son prochain projet. Hit On 2, bah, fera, moi, je on suis fera surpris. le. Je suis inquiet, par contre. Hit 2, Écoutez, je suis inquiet. Je vais pas te mentir. on mettra cet extrait là en début d'intro de Hit 2 quand sortira le débat. Vous verrez un duo, le bûcheron du cinéma Sawyer, de Hit 2 quand le film sortira. Et bah écoutez, n'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager si vous l'avez trouvé intéressant, voilà, à nous dire vos points d'analyse sur Ferrari si vous l'avez apprécié ou non. On est toujours au plaisir de vous lire, on vous répond souvent. Et Bien sûr. écoutez, on vous retrouve bientôt pour des nouveaux débats, notamment Kung Fu Panda ou d'autres débats. On vous rappelle qu'il y a certains débats comme la salle des profs ou Dune partie 2 qui vous a beaucoup plu, qui sont disponibles Oui. sur notre chaîne. Et par contre, jusque-là, on vous dit à très bientôt et ciao à tous. Ciao, tout le monde.